Bonjour à tous, ce matin sur LCI Radio Classique, nous recevons Nicole Bricq, la ministre du Commerce extérieur. Bonjour Nicole Bricq. Merci d'être avec nous, Madame la ministre, parce que j'ai envie de dire, ça tombe bien, on va parler évidemment des impôts, du ras-le-bol fiscal, de la grogne. Certains parlent même de jacquerie paysanne, on se croirait au XVIIIe siècle. Nicole Bricq, vous êtes un peu finalement en charge de notre compétitivité mondiale, et donc vous devez regarder ces problèmes, ces questions, ce débat sur les impôts avec beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'on paye trop d'impôts en France ? Dans la tempête, il faut garder son sang-froid. Vous avez remarqué, ça souffle dehors. Et il y a un vent aussi qui se lève du côté de la Bretagne. Mais je voudrais dire que les impôts, c'est le lien que nous avons avec la nation. Et c'est fait pour financer des dépenses utiles. Il faut qu'elles soient le plus utiles possible. Alors nous sommes dans un temps difficile, c'est vrai, nous le savions. Et nous avons pris les mesures pour faire en sorte que cela aille mieux dans l'économie. Vous parliez du lien avec la nation. Effectivement, le consentement à l'impôt, c'est un lien fondamental entre le pouvoir politique et les Français. Est-ce que ce consentement à l'impôt n'est pas en train d'être rompu, justement ? Est-ce que ce que votre collègue de Pierre Moscovici, ministre de l'économie, appelait ras-le-bol fiscal, est-ce qu'on n'est pas en plein dans ce ras-le-bol fiscal aujourd'hui ? Nous avions dit que les prélèvements augmenteraient, mais temporairement, dans la mesure où il y a un engagement qui est pris de les stabiliser. Mais nous faisons un effort sur les prélèvements pour financer des dépenses utiles à la nation. Et je crois qu'il faut rappeler les principes essentiels. Est-ce qu'on n'avait pas intérêt plutôt à baisser davantage la dépense plutôt que d'augmenter les impôts pour Mais on fait aussi des économies. Peut-être pas suffisamment. On fait des économies. Et quand on en fait, ce sont tous les ministères qui y contribuent. Y compris, du reste, ceux qui sont prioritaires. Nous ne trompons pas les Français. Nous avions dit qu'il fallait financer des priorités. Aller plus vite, mais vous tuez toute possibilité de reprise. Il faut équilibrer entre la dépense et la recette. Alors, du mieux possible. On va parler des impôts en particulier, notamment tous ceux qui concernent notre compétitivité à l'international. Que pense la ministre du Commerce extérieur de l'écotaxe qui va, effectivement, si on en croit à la fois les producteurs bretons, les distributeurs, pénaliser notre production nationale par rapport à la production internationale qui va arriver sans cette taxe, puisqu'ils vont, pour la plupart, passer par les autoroutes. Nous faisons près de 60% de notre commerce extérieur dans l'Union européenne. Notre principal partenaire, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a mis en place l'écotaxe il y a plusieurs années et elle lui rapporte plusieurs milliards par an qui vont lui permettre de financer la rénovation des infrastructures terrestres. Et c'est le but de l'écotaxe. Je rappelle que le principe a été adopté en 2009. Dans le consentement général, c'était la loi Grenelle 1. Mais quand les agriculteurs bretons nous disent... 5 ans après, nous ne pourrions pas la mettre en œuvre, mais c'est pour financer les infrastructures. Ce n'est pas pour la dépense publique inutile. Est-ce qu'il y a un problème spécifique à la Bretagne, et est-ce que vous allez faire un geste, puisque c'est une région pas périphérique, mais en tout cas qui est au bout de cette péninsule bretonne, est-ce que vous allez faire un geste supplémentaire, parce que les agriculteurs bretons nous disent qu'ils vont payer, notamment sur les élevages, etc., plusieurs fois cette taxe lorsque leur production ira d'un endroit à l'autre de la Bretagne ? Mais nous avons déjà amodié le produit de l'écotaxe, le calcul de l'écotaxe pour la Bretagne. Une modulation sur 3 régions, effectivement. Ne paye pas son réseau autoritier déjà. Et donc vous n'irez pas plus loin. Et donc, je sais que mon collègue Stéphane Le Foll, très attaché à la terre bretonne et très attaché à la défense de l'agriculture, c'est son travail, va faire des propositions au Premier ministre. Mais je rappelle, cette écotaxe, elle n'est pas née d'hier. Ça fait 5 ans qu'elle doit être mise en place. Mais peut-être qu'elle s'ajoute dans un contexte d'accumulation de nouvelles taxes. On l'a vu ce week-end avec l'abandon de la taxation d'une partie des produits d'épargne. Mais c'est pas une nouvelle taxe, l'écotaxe. Elle était dans le calendrier. Oui, elle rentre en vigueur, au 1er janvier. 1er janvier 2014.
attendons les propositions qui vont être faites, les arbitrages du Premier ministre. Mais je rappelle que déjà, pour la Bretagne, elle a été réduite de 50%. C'était annoncé lorsque le Premier ministre a annoncé son plan Bretagne. Et quant à la taxation des produits d'épargne, là aussi, il faut revenir à l'essentiel. Pourquoi est-elle faite ? Pour financer la sécurité sociale. C'est le bien commun de tous les Français. Et donc, l'annonce qu'a faite mon collègue Cazeneuve hier fait que seuls ce qu'on appelle les contrats d'assurance vie en unité de compte seront taxés. Mais est-ce que c'est anormal qu'une épargne financière ne contribue pas à la sécurité sociale ? Non. Et pourtant, vous avez reculé. Non, ce sera uniquement les grands comptes qui la paieront. Et puis, il faudra trouver, justement, faire de nouvelles économies pour financer le manque à gagner. Nicole Bricq, est-ce que vous êtes sûr... Et nous ne reculons pas sur tout, quand même. Il faut arrêter de dire justement, ça. Je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes sûr de vous ? Est-ce que le gouvernement est sûr de lui ? Parce qu'il y a eu l'affaire des pigeons, il y a eu l'affaire des poussins sur l'auto-entrepreneur, il y a eu la taxe sur le gazole qui a été abandonnée, il y a eu l'EBE, l'idée de taxer l'EBE. Finalement, on en arrive à un impôt sur les sociétés à 38%. Il y a eu le PEL, le PEA, il y aura peut-être demain l'écotaxe. Pourquoi tous ces ballons d'essai pour finalement reculer ? Ce ne sont pas des ballons d'essai. Ça prouve que nous ne sommes pas sourds. Nous ne sommes pas emmurés justement dans nos certitudes. Nous entendons ce que nous disent les secteurs concernés. Et je trouve que c'est plutôt une vertu que d'écouter plutôt que de rester droit dans ses bottes comme certains. Ça ne leur a pas réussi. Donc il faut arrêter de dire. Et quant à l'essentiel, toujours dans des moments difficiles, il faut se garder de perdre son sang-froid. Eh bien, avons-nous reculé sur les retraites ? Non. Avons-nous reculé quand il a fallu transcrire la négociation de réforme du marché du travail ? Non, et c'est ça l'essentiel. Reculons-nous quand nous mettons un crédit d'impôt comme le crédit impôt compétitivité emploi. Certains nous reprochent d'en faire trop pour les entreprises, alors que les patrons nous disent vous en faites trop dans la taxation. Alors il faudrait quand même savoir. Ils vous disent les patrons qu'avec... Vous savez, gouverner c'est un art difficile, c'est un art d'exécution. Hein. C'est pas le tout d'avoir des bonnes idées. Les conseilleurs sont pas toujours les payeurs. Alors l'impôt sur la société va passer à 38%. Vous qui êtes ministre du Commerce extérieur, est-ce que c'est quand même pas un sérieux handicap pour nos entreprises ? Je pense que c'est provisoire. C'est pas je pense, j'en suis sûr. Ça a été dit et redit, c'est provisoire, c'est 2 ans. J'ai entendu mon collègue Pierre Moscovici le confirmer. Je pense que 33. Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'on mette à plat la fiscalité des entreprises. Moi, j'ai toujours pensé que l'impôt sur les sociétés, il avait un petit défaut en France, c'est que son taux facial était trop élevé. Et psychologiquement, c'est pas très bon, même si, en fait, les grandes entreprises, on le sait très bien, celles qui sont internationalisées, ne payent pas 35%. Mais je trouve que ça décourage les investisseurs. J'imagine que vous avez des débats un petit peu musclés ou houlés avec vos collègues de l'économie et des finances sur ces sujets-là. Vous n'êtes pas forcément d'accord ? Non, chacun fait son travail. Quand ils vous ont dit l'IS à 38%, vous leur avez dit bravo, Banco ? Non, parce que je viens de vous le dire, je ne vais pas me répéter, mais chacun est en charge de son ministère. Et Pierre Moscovici, lui, il a la charge la plus lourde parce qu'il doit redresser les comptes, il doit redresser nos finances, en même temps qu'il faut faire attention à ne pas étouffer la reprise dans l'œuf. Et l'œuf n'est pas encore éclos. On va parler un petit peu encore de compétitivité toujours, mais de patriotisme économique, et porté notamment par votre collègue Arnaud Montebourg. Est-ce que finalement, on en fait assez ? Parce qu'il y a d'exemples de pays, on parle aujourd'hui des élections en Argentine, il y a le Brésil, il y a les États-Unis d'une certaine manière, qui ont fait qui sont peut-être montrés un peu moins naïfs que nous en matière de libre-échange et qui ont quelquefois protégé certains secteurs, qui ont mis des taxes provisoires pour encourager la renaissance d'industrie nationale. Vous parcourez le monde. Est-ce que ça n'a quand même pas fonctionné en Amérique du Sud, par exemple ? Oui, Madame Kirchner, qui n'est pas en très bonne position, elle a pris des mesures très protectionnistes. Mais quand on regarde, l'OMC a fait quand même que toute la magistrature, Pascal Lamy, a contenu ces velléités de protectionnisme. Il peut y avoir sur des produits particuliers des mesures protectionnistes. Mais quand on regarde la crise qui a affecté quand même le monde et qui continue, elle n'a pas entraîné un mouvement protectionniste généralisé. Mais c'est vrai
que les Américains ont, que ce soit... Plus ou moins ouvertement, d'ailleurs. Oui, ils défendent leur marché public au travers de l'American Buy Act. Mais justement, c'est un des enjeux... Pourquoi ne le fait-on pas ? C'est un des enjeux de la négociation avec les États-Unis, puisque nous devons négocier un partenariat transatlantique. C'est vraiment l'enjeu principal d'ouverture des marchés publics. Pourquoi n'a-t-on pas fait la même chose ? Alors, au niveau européen, ça pourrait peut-être avoir un sens. Mais moi, j'ai proposé que l'Union européenne, qui s'engage dans cette négociation avec les États-Unis, puisque c'est la Commission européenne qui a l'exclusivité de la compétence, nous lui avons donné mandat. Moi, je pense que le mieux, ce serait d'avoir un Transatlantic Buy Act. Donc plus de libre-échange, plutôt casser les barrières douanières qui existent de l'autre côté de l'Atlantique. Ça va être l'objet principal de la négociation si elle s'engage. Est-ce que l'euro était une erreur ? Je vois là, on est sur de nouveaux records. 1,38 $ pour 1 euro. J'imagine que les entreprises exportatrices viennent vous dire que c'est, je pense à l'aéronautique par exemple, que c'est la catastrophe, non ? Alors là aussi, il faut raison garder. Nous exportons, notre commerce extérieur, c'est 40% dans la zone euro. Et combien de déficit ? Et 60% dans l'Union européenne. Et des pays qui font beaucoup mieux que nous en matière d'exportation, c'est l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et ils ont la même monnaie que nous. Alors là aussi, il faut relativiser. C'est vrai que ça peut gêner, notamment l'aéronautique. Ce calcul en dollars, c'est pas par hasard que Airbus va installer une chaîne de production en Alabama aux États-Unis. Vous savez que si le discours du Front National porte, c'est aussi parce que leurs dirigeants, ces dirigeants, développent cette idée qu'une dévaluation compétitive aurait mieux convenu à la France finalement qu'une monnaie forte. Allez demander aux Allemands qui se sont serré la ceinture pendant près de 10 ans, ce qu'ils en pensent. Maintenant, ils disent à Madame Merkel, et je pense que ce sera un des sujets de négociation entre le SPD et la CDU, ils disent à Madame Merkel, nous voulons des augmentations salariales, nous avons beaucoup payé pour la compétitivité de l'Allemagne. Donc c'est un choix de politique qui n'est pas forcément celui d'une bonne gestion de l'économie en Europe. Mais je pense qu'une dévaluation, qui perd dans une dévaluation ? Ça, Madame Le Pen, elle dit n'importe quoi. Bon, c'est facile, elle est irresponsable. Mais c'est grave ce qu'elle dit. Dire qu'il faut sortir de l'euro, c'est la dévaluation. La dévaluation, c'est toujours les plus pauvres qui perdent. Parce que l'enchérissement du coût des importations. Bah, évidemment. Mais est-ce que ça ne nous permettrait pas d'exporter plus et donc d'avoir plus d'emplois français ? Mais ce n'est pas une solution durable. Les Allemands le savent bien. S'ils ont engrangé autant de surplus financiers avec l'exportation, c'est parce qu'ils ont un énorme problème démographique et qu'il faudra bien qu'ils trouvent des systèmes pour payer les retraites. Vous avez parlé tout à l'heure au début d'un éventuel Big Bang fiscal pour les entreprises. Vous y travaillez toujours et vous nous le promettez pour quand ? Écoutez, il faut que les assises de la fiscalité se tiennent et s'engagent à la fin de l'année. C'est extrêmement important parce que c'est vrai que la fiscalité des entreprises doit être vue. Et l'électorat socialiste, l'électorat de François Hollande peut comprendre que ça devient une priorité de réformer la fiscalité des entreprises et les rendre plus compétitives ? Je pense que les parlementaires socialistes l'ont compris depuis longtemps, parce que quand vous regardez toutes les lois qui ont été votées... Oui, il faut faire de la pédagogie. Dans des moments aussi difficiles, la pédagogie est utile. Vous êtes parce qu'il faut préparer l'avenir. Oui, il y en a même qui disent que je suis social-libérale. Merci beaucoup Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, social-démocrate et donc social-libérale, d'avoir été avec nous ce matin, invité sur LCI et Radio Classique.